Bonjour, bienvenue. Bonjour TikTok, bonjour YouTube. Comment ça va? Sur YouTube, la luminosité est vraiment compliquée. C'est étrange, quoi. On peut pas vraiment mettre la bonne lumière, quoi. Il y a toujours quelque chose qui va pas sur YouTube. Bonjour TikTok, bienvenue. Comment ça va? Alors, donc là, on est en simultané, hein. On dit et sur TikTok et sur YouTube. Donc là, on va parler d'une décision du Conseil d'État, donc qui fait jurisprudence. Et puis donc ça concerne le droit des étrangers. Donc connectez-vous, on va parler un peu. Là, on est dans le magazine Le droit au bout des doigts. Donc c'est un magazine que j'ai créé pour justement parler du droit. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live. Connectez-vous, installez-vous et puis on va parler du regroupement familial ou alors de ce qu'on appelle la réunification familiale. Maintenant, c'est le nouveau terme. Alors, bonjour, bonjour, comment ça va? Ouais, hop, je pense que on va arranger un peu. Voilà. Vous qui ne connaissez pas les gens et qui les appelez, là, c'est pour quoi faire? Voilà. Je viens à peine de me lancer, j'ai même pas commencé à parler que déjà vous... Moi, je ne joue pas. Je suis pas là pour jouer. Ce que je fais est sérieux, je ne joue pas. Alors, comment ça va? Comment ça va? Connectez-vous. On va parler de regroupement familial, de réunification familiale. Donc, à la lumière d'une décision du Conseil d'État et du Code de l'entrée et du séjour des droits des étrangers et du droit d'asile. Connectez-vous. Donc, comme je l'ai dit, la page, elle est dédiée à la vulgarisation du droit. Donc, ici, on parle droit. On bouffe droit, on respire droit. Même si de temps en temps, on s'aventure un peu dans les actualités juridiques, mais la base reste le droit. En tout cas, il y a des choses. Hein. Là, c'est vraiment, vous voyez, ça, c'est la jurisprudence du Conseil d'État. Donc, déjà, c'est celle de 2022. Il y a encore les plus récentes, mais je préfère remonter à 2022. Au moins, on a l'application de ces jurisprudences-là. Donc, on va pouvoir en parler. Et puis, je pense que ça va aider beaucoup de gens. Vous voyez, ça, c'est les décisions du Conseil d'État. Sa jurisprudence de cette année. Et c'est mai 2024. Donc, à titre de rappel, le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative en France. Donc, c'est cette juridiction qui tranche les litiges. Donc des débats qui sont élevés justement au niveau du Conseil d'État par les cours administratives d'appel qui elles-mêmes jugent les décisions rendues par les tribunaux administratifs qui, eux, jugent les décisions opposant l'administration aux contribuables. Donc voilà le niveau. On a les personnes, donc les personnes physiques qui contestent des décisions administratives devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal rend son jugement et que les personnes ne sont pas contentes, elles peuvent contester devant la cour administrative d'appel et après, quand c'est pareil, ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent toujours aller devant le Conseil d'État. Et donc là, on en est là pour parler du Conseil d'État comme c'est le summum, c'est le dernier juge et tout. On prend ces décisions font jurisprudence. Donc, c'est le Conseil d'État qui clarifie les points de droit qui sont restés flous. Quand il y a des flous juridiques, c'est le Conseil d'État qui apporte la précision nécessaire. Et donc, la dernière fois, on avait parlé donc des étrangers, de la légalisation des actes d'état civil étranger. Et j'avais annoncé qu'aujourd'hui, on parlerait du regroupement familial. Voilà, donc là, on va parler du regroupement familial.
Et je vais vous donner le point de vue du Conseil d'État concernant cette décision. Mais là, l'exemple qu'on va prendre, c'est surtout celui d'une personne qui a fait une demande d'asile. Donc aujourd'hui, c'est avec le code des étrangers, code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Donc, c'est toute la loi qui concerne tous les textes législatifs qui concernent les étrangers en France. Donc voilà, il y a de quoi faire. Hein. Donc on va en parler, on va citer quelques articles, on va les lire et puis on va parler aujourd'hui. Alors, donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On va parler du regroupement familial. Alors, donc, je vais commencer par planter le décor, comme on dit, donc expliquer la situation, faire un rappel général et après je donnerai la position du Conseil d'État à la fin. Donc, de quoi s'agit-il? Déjà, avant de commencer à parler de cette réunification familiale, il y a quelques petites précisions terminologiques à apporter. Donc, un réfugié statutaire, parce que là, la décision concerne spécifiquement un réfugié statutaire qui a demandé à être rejoint par sa famille. Donc, un réfugié statutaire, c'est une personne qui a été reconnue en tant que réfugié, donc en raison de risques encourus dans son pays d'origine, soit par rapport à ses opinions politiques, soit par rapport à sa race, soit par rapport à son appartenance à une minorité ethnique, soit par rapport à d'autres critères. Donc, tous ces critères-là, ils sont énoncés dans la Convention de Genève. C'est le point de départ de la protection des personnes, des réfugiés. Mais on reviendra bien plus tard, une autre fois, sur la Convention de Genève. Et donc, lorsque cette qualité est reconnue à une personne, en raison de ses risques réels avérés, la personne est vraiment un réfugié. Donc, on parle de réfugié statutaire. Donc, cette personne a le statut de réfugié. Oh là là, YouTube. Voilà. Ensuite, il y a la personne qui est bénéficiaire de la protection subsidiaire. Donc, dans ce cas, il existe des indices, des faisceaux d'indices qui peuvent faire penser que cette personne encourt des risques si elle est envoyée dans son pays d'origine. Mais ces risques-là, ils ne sont pas suffisamment flagrants pour que la personne soit vraiment reconnue comme une personne réfugiée. Et donc, on lui accorde une protection internationale, mais qui est en deçà de la protection d'un réfugié statutaire. Et donc, il faut bien faire la distinction entre ces deux personnes-là parce que selon le statut de la personne, les droits qui vont suivre sont différents. Donc là, le cadre, c'est vraiment la France. Lorsqu'on est une personne réfugiée ou une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, les droits ne sont pas les mêmes. Les obligations, etc., tout est différent. Donc, c'est important de bien saisir la différence. Quand je parle de réfugié statutaire, c'est vraiment une personne qui est reconnue en tant que réfugié, donc en raison de ses opinions et qui peut être persécutée. Et les bénéficiaires de la protection subsidiaire sont peut-être des personnes qui appartiennent à une région où il y a une instabilité politique, il y a des troubles politiques et donc il y a un risque global, mais c'est pas spécifique à la personne. Et donc, on lui accorde une protection internationale. Et ça, c'est temporaire. Voilà. Donc, cette précision étant faite, revenons à notre cas d'espèce. Donc, là, il s'agit de la réunification familiale d'un réfugié statutaire en France. Et donc, toutes les décisions qui concernent la réunification familiale et du réfugié statutaire et du bénéficiaire de la protection subsidiaire, donc
tous les droits qui sont liés à ces deux statuts sont régis par les articles L561-2 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France, ce qu'on appelle le CESEDA. Donc, c'est à partir des articles L561-2, ainsi de suite, qu'on retrouve toute la législation qui concerne les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Et donc, les articles qui commencent par L, ce sont des articles L, c'est pour législative, c'est-à-dire c'est une loi qui a été votée. Autrement, il y a la partie R. On peut avoir un article R 561. Ça, c'est la partie réglementaire. C'est-à-dire que c'est l'autorité administrative qui prend des décisions pour fixer des cadres concernant le droit des étrangers. Donc, il y a la partie L et la partie R. Donc, la partie législative et la partie réglementaire. Et donc, toutes ces précisions étant faites, en France, il faut savoir que c'est l'OFPRA qui s'occupe d'étudier les demandes d'asile et d'accorder ou non le statut de réfugié ou d'accorder la protection subsidiaire. Donc, l'Office, c'est un organisme public français. C'est l'Office de protection, c'est l'Office français, pardon, de protection des réfugiés et apatrides. Et donc, c'est cet organisme public qui est chargé justement de d'analyser, d'étudier les demandes d'asile, Et donc, dans le langage courant aujourd'hui, le bénéficiaire de l'asile et le réfugié, sont assimilés. Et donc, cela est né de la Convention de Dublin. Donc, la Convention de Dublin, elle concerne la directive retour. Ça, c'est vraiment en droit pur des étrangers. Et la procédure Dublin, c'est cette procédure qui permet, par exemple, quand une personne arrive en France en passant par l'Italie et fait une demande d'asile, c'est cette procédure Dublin qui permet de renvoyer cette personne en Italie pour faire sa demande. C'est-à-dire que la demande d'asile, elle doit être effectuée dans le premier pays qui a été franchi par la personne, dans le premier pays dont les frontières ont été franchies par la personne. Donc, c'est ce pays-là qui est responsable de sa demande d'asile. Donc, c'est ça la procédure Dublin. Je prends le temps vraiment de préciser ces choses parce que dans la suite de l'analyse, des mots vont revenir quand je vais parler de la procédure Dublin, directive retour d'un réfugié statutaire ou de bénéficiaire de la protection. Je ne reviendrai plus dessus. Donc, notre décision aujourd'hui qu'on va analyser, c'est une demande de réunification familiale parce que là, c'est le nouveau terme. Auparavant, on disait regroupement familial, etc. Mais aujourd'hui, on parle de réunification familiale. Donc, la décision concerne la demande de réunification familiale d'une personne qui a obtenu un statut de réfugié en France. Donc, il s'agit précisément de difficultés rencontrées, en l'occurrence, par des ressortissants afghans pour obtenir l'enregistrement de leur demande de visa long séjour à cause de la fermeture donc du poste consulaire français à Kaboul, donc en Afghanistan, et à Islamabad au Pakistan. Donc c'est suite à la crise et aux menaces qui pèsent contre les intérêts français dans ces régions-là. Et donc la demande de visa pour les membres de la famille de ces 10 personnes, parce que ce sont 10 personnes qui ont engagé cette procédure. Donc, la demande de visa pour les membres de la famille de ces 10 requérants, on appelle requérants, hein, donc ce sont ces personnes qui font la procédure, mais ça c'est pareil, je l'avais déjà expliqué, il y a encore les vidéos sur ma page. Et donc, la demande de ces 10 requérants afghans était restée sans suite. C'est-à-dire que l'administration n'avait pas donné de réponse à leur demande de visa. Et donc, certaines de ces demandes dataient déjà de 2018 pour les plus anciennes. Et donc, le Conseil d'État rend cette décision en 2022. Et donc, certaines demandes de visa dataient de 2018. Donc, ça faisait 4 ans déjà que certaines
personnes, membres de ces familles-là, ont déposé une demande de visa. Et donc, suite à ce refus de l'administration, les requérants ont donc mis en demeure le ministère des Affaires étrangères d'enregistrer sans délai cette demande de visa et, de manière générale, d'employer les moyens nécessaires à l'enregistrement et au traitement rapide de cette demande. Donc, comme certaines demandes datent d'il y a déjà 3-4 ans, toutes ces personnes se sont regroupées, donc il y a 10 personnes en tout, qui ont attaqué le ministère des Affaires étrangères en justice. Donc, dans leur requête, dans leur demande, deux choses ressortent. Donc, déjà que cette demande de visa soit enregistrée et que le ministère déploie d'autres moyens. Donc, apporte du renfort, traite plus rapidement cette demande de visa. Et donc, ils ont fait face à un rejet implicite de leur demande. C'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères a gardé le silence pendant 2 mois et ne leur a pas répondu. Et c'est ainsi que ces 10 personnes ont saisi le Conseil d'État. Et dans leur demande, donc, au Conseil d'État, 2 choses ressortent. Donc, premièrement, ces requérants afghans demandent au Conseil d'État d'annuler le refus du traitement de la demande de visa des membres de leur famille. Deuxièmement, ils demandent au Conseil d'État donc d'enjoindre, c'est-à-dire d'ordonner expressément aux autorités consulaires de prendre toutes les mesures nécessaires à l'enregistrement dans les meilleurs délais de leur demande de visa long séjour. Donc, c'était leurs 2 demandes, puisque ces demandes-là auprès des consulats français sont restées sans suite. Donc, ils ont saisi le Conseil d'État pour que le Conseil d'État oblige en quelque sorte les autorités à enregistrer la demande de visa de des membres de leur famille. Et deuxièmement, que le Conseil d'État oblige en quelque sorte, ordonne expressément au consulat de traiter leurs demandes. Et donc, voilà les faits. Donc, c'est important de bien préciser ça. C'est une personne qui a obtenu le statut de réfugié en France et qui souhaitait faire venir sa famille. Sauf que cette personne s'est associée à d'autres personnes qui étaient dans la même situation. Donc, ils voulaient faire venir leur famille. Et donc, ils étaient 10 personnes en tout. Ça faisait 10 personnes qui ont attaqué le ministère des Affaires étrangères en justice. Et donc, c'est une décision qui est importante parce que le Conseil d'État prend le temps de répondre. Donc, quelle a été la réponse du Conseil d'État? Alors, avant d'aborder justement la réponse apportée par le Conseil d'État, il faut préciser une petite chose, c'est que cette démarche d'attaquer le ministère des Affaires étrangères en justice fait partie de ce qu'on appelle la contestation systémique en ce qui concerne l'insuffisance des mesures prises par rapport au respect des délais légaux dans le cadre d'enregistrement des demandes d'asile. Donc, je m'explique. À chaque fois qu'il y a une demande d'asile, il s'avère que les délais légaux ne sont pas respectés, ni dans l'enregistrement des demandes d'asile, ni dans le traitement de ces demandes-là. Et donc, ça, c'est un fait avéré, c'est systémique, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'actions, d'interactions, d'un système imbriqué dans un sous-système, imbriqué dans un autre système plus grand. Ce qui fait que systématiquement, lorsqu'il y a une demande d'asile, il y a systématiquement un recours contre les délais. Que systématiquement, lorsqu'il y a une demande d'asile, il y a systématiquement un recours contre les délais dont on parle fait partie de ce qu'on appelle la contestation systémique. Vous avez l'association telle que la CIMAD ou alors le GISTI, donc
qui apportent leur aide, leur soutien aux personnes étrangères, demandeuses d'asile, etc. et tout, qui contestent systématiquement les délais de traitement des demandes d'asile. Sauf que, à la différence de ces contestations systémiques par rapport à notre situation, il faut savoir que la petite différence, c'est que dans la demande de ces personnes, la demande de visa des membres de leur famille, il n'existe aucun délai déterminé dans lequel justement le consulat est obligé de recevoir donc la demande de ces personnes. Alors que lorsque ces associations contestent systématiquement les délais légaux, c'est que justement il y a un délai qui est fixé par la loi et qui n'est pas respecté par l'administration. Et donc, dans ce cas, ces associations-là se retrouvent en droit justement de saisir la justice pour faire accélérer les choses ou pour faire bouger un peu l'administration. Mais dans ce cas précis, comme il s'agit d'une demande de visa, il n'y a pas de délai en tant que tel. Donc, c'est un phénomène quand même de lenteur excessive qui peut s'apparenter à un système complexe vraiment d'action, d'interaction, etc. et tout. Bon, voilà, c'est vraiment lent. Donc, les délais légaux, dans le cas où les associations attaquent cette demande d'asile, sont généralement soit de 10 mois pour un traitement normal d'une demande d'asile ou alors de 6 mois pour une procédure accélérée. Mais dans les faits, ces délais ne sont jamais respectés et c'est la raison pour laquelle les associations attaquent souvent l'État en justice ou l'administration en justice pour non-respect de ces délais légaux. Sauf que dans notre cas, dans cette demande de visa de réunification familiale, il n'y a pas de délai légal. C'est-à-dire que la loi n'a pas fixé un temps que l'administration, que le consulat doit respecter pour délivrer le visa en question. Et donc, la décision dont on parle, pour ceux que ça intéresse, c'est la décision du Conseil d'État du 9 juin 2022, Monsieur T et autres. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité de la décision sur le site du Conseil d'État. Et donc, ici, on voit bien que de toute façon, il n'existe aucun délai aucun délai déterminé où l'autorité consulaire est obligée de recevoir l'étranger qui souhaite justement obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Et donc, le Conseil d'État, dans sa décision, souligne deux choses. Premièrement, le Conseil d'État met en lumière le fait justement qu'il n'existe pas de délai concernant le traitement des demandes de visa de long séjour pour motif de réunification familiale d'un réfugié. Et ça, c'est vraiment un point que le Conseil d'État a éclairci. C'est un flou juridique. Donc, est-ce qu'il faut attendre 2 mois? Il faut attendre 4 mois? Il faut attendre 5 ans? Parce que des demandes dataient déjà de 2018. Ça faisait 4 ans déjà que certaines demandes n'ont pas obtenu de réponse. Et donc, le Conseil d'État souligne que même si la demande, elle dure X temps, dans la loi, rien n'oblige l'administration à traiter rapidement une demande de visa pour motif de réunification familiale d'un réfugié. Point. Le Conseil d'État, donc, c'est clair, net et précis. Sur ce premier motif-là, la porte, elle est fermée. Ensuite, la seconde chose que le Conseil d'État souligne, c'est que il n'y a pas d'obligation d'enregistrement des demandes de visa de réunification dans un délai raisonnable. Donc, je m'explique. Lorsqu'un réfugié, donc réfugié statutaire ou des membres de sa famille, justement, font des demandes de visa pour venir le rejoindre, le Conseil d'État rappelle que l'administration n'est pas obligée d'enregistrer même
d'enregistrer simplement la demande de visa. Non seulement elle n'est pas obligée de répondre dans un délai quelconque, mais elle n'est pas non plus obligée déjà d'enregistrer la demande, c'est-à-dire de donner un rendez-vous aux personnes qui vont venir, de leur donner la liste des pièces à fournir, de leur permettre de remplir la demande de visa et de venir faire leur demande. Donc, le Conseil d'État dit que l'administration n'est pas obligée ni d'enregistrer la demande de visa, ni de traiter la demande dans un délai raisonnable. Donc, légitimement, on peut se poser la question de savoir à quoi sert justement la réunification familiale dans ce cas précis, dans la mesure où il n'existe ni délai de traitement des demandes, ni obligation d'enregistrer simplement les demandes de réunification. Donc, s'il y a un consulat dans un pays, c'est suite à des relations diplomatiques. Donc, s'il y a relation diplomatique, c'est-à-dire qu'il y a à minima une obligation de réponse par rapport à une demande. Déjà, d'enregistrer la demande, de l'étudier et puis de répondre soit positivement, soit négativement. Mais là, le Conseil d'État précise clairement que l'administration française n'est pas obligée d'enregistrer les demandes de visa ni de les traiter. Bon, après, c'est l'administration, donc voilà. Mais dans sa décision, le Conseil d'État a apporté une nuance quand même. Donc, dans cette même décision, c'est pour ça que cette décision, elle est importante et elle marque un tournant quand même dans la jurisprudence administrative. C'est que même si le Conseil d'État a commencé à préciser que justement l'administration n'est pas obligée d'enregistrer une demande de visa, de regroupement familial, ni de répondre dans un délai quelconque, mais le Conseil d'État précise que si la personne qui a fait cette demande, dans la mesure où la demande est enregistrée, et que la personne n'a pas été convoquée, le Conseil d'État dit clairement que cette personne a la possibilité de saisir le juge de l'excès de pouvoir contre cette décision implicite de rejet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'administration, ça je l'avais déjà dit aussi, mais je le redis quand même, lorsqu'on fait une demande auprès de l'administration, que l'administration ne répond pas au bout de 2 mois, donc le silence de l'administration équivaut à une décision implicite de rejet, c'est-à-dire que l'administration n'est pas obligée de répondre. Lorsqu'elle se tait pendant 2 mois, vous faites une demande auprès d'une administration et qu'au bout de 2 mois, personne ne vous répond, c'est que votre demande, elle est refusée. C'est une décision implicite de rejet. Et donc, le Conseil d'État consacre cette possibilité qui est offerte aux requérants de saisir le juge d'un excès de pouvoir contre cette décision implicite de refus. Donc, le Conseil d'État ne répond pas directement. Il commence par analyser la situation par rapport à la demande de visa pour rappeler. Donc, c'est pour ça que cette décision est faite, c'est une jurisprudence parce que elle va s'appliquer à toutes les demandes relatives à l'enregistrement d'un visa pour réunification familiale. En ce qui concerne les réfugiés, peu importe que ce soit en Amérique, en Afrique, en Asie, etc., à partir du moment où il y a un consulat de France et qu'il y a des personnes réfugiées en France dont les membres de famille font des demandes de visa, ils vont se voir appliquer cette jurisprudence-là que, la demande, elle va peut-être ne pas être enregistrée, et de 2, que l'administration, le consulat n'est pas obligé de répondre à leur demande de visa. Donc, ça peut durer 5 ans, 6 ans. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'obligation. C'est au bon vouloir de l'administration. Voilà ce que le Conseil d'État dit. Mais le Conseil d'État dit si la personne a fait sa demande, c'est au bon vouloir de l'administration. Voilà ce que le Conseil d'État dit. Mais le Conseil d'État dit si la personne a fait sa demande visible à cette personne de saisir le En gros, l'administration peut se taire, c'est à vous qui faites la demande de vous débrouiller, de saisir le juge.
pour faire valoir vos droits. Donc, ça rejoint ce que moi je répète systématiquement aux personnes que j'accompagne. Il faut toujours contester les décisions administratives lorsqu'elles ne sont pas en votre faveur. C'est à vous, il vous appartient à vous de soulever l'excès de pouvoir, donc de saisir le juge. C'est ça que le Conseil d'État est en train de dire ici dans sa décision. Et donc, passé le délai de 2 mois, l'administration garde le silence, c'est à vous de saisir le juge pour un excès de pouvoir. Et donc, le Conseil d'État continue dans son analyse pour préciser les contours spécifiques donc de l'office du juge de l'excès de pouvoir si la même situation se présentait. Mais ça, après, ce sont des choses qu'on applique au cas par cas dans le cabinet de consulting. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir de cette décision qui fait jurisprudence, c'est que les services consulaires de l'ambassade de France à l'étranger ne sont ni obligés d'enregistrer les demandes de visa de regroupement familial, ni de traiter rapidement les demandes. Mais une fois que la demande elle est déposée, au bout de 2 mois, s'il n'y a pas de réponse, il faut aller au tribunal. Il faut saisir le juge pour excès de pouvoir. Parce que l'administration n'a pas répondu dans un délai de 2 mois. Ça, c'est le délai légal en France, au-delà duquel on peut contester le silence de l'administration devant une juridiction administrative. Et ça, il faut le savoir. Lorsque vous sollicitez l'administration, mais dans tous les domaines, vous n'avez pas de réponse au bout de 2 mois, cela signifie automatiquement que votre demande est rejetée. Donc, c'est à vous de contester cette décision auprès du tribunal. Donc, c'est ce que le Conseil d'État a dit. Et là, pour le coup, c'est clair parce qu'il y avait tellement de flou juridique qu'on ne savait pas s'il fallait attendre 2 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, 18 mois, etc. pour traiter les demandes. Et là, pour le coup, ça faisait déjà 4 ans que certaines demandes de visa ont été déposées et que ces personnes-là n'ont pas eu de réponse. Et donc, le Conseil d'État dit que l'administration n'a pas tort. Donc, c'est à la personne d'aller contester le silence de l'administration. Donc, ça repose sur les épaules du requérant. Comme je l'ai dit, systématiquement, contester les décisions administratives lorsqu'elles sont en votre défaveur. On ne sait jamais. Ça, c'est le juge qui vient de le dire. Et donc là, c'est vraiment compliqué pour les personnes qui ne connaissent pas le jargon ni voilà le mode de fonctionnement de l'administration. Voilà en gros cette décision. Donc tous ceux qui se trouvent dans cette situation-là, surtout là, on parle clairement des réfugiés statutaires, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu la reconnaissance de leur qualité de réfugiés. Donc dans la reconnaissance de ce statut, il y a les droits, les devoirs qui vont avec. Parmi les droits, il y a la possibilité d'être rejoint par les membres de sa famille qui sont restés d'origine. Et donc, à ce moment-là, il faut faire une demande de visa. Mais sachez que, l'administration, donc le consulat, n'est pas obligé d'enregistrer cette demande de visa. Et de 2, que l'administration va prendre son temps pour vous répondre. Elle peut ne pas répondre, ce n'est pas un tort, ce n'est pas une faute. C'est à vous de saisir le juge. Si vous faites une demande de visa dans ce cadre-là, de réunification familiale et que vous n'avez pas de réponse au bout de 2 mois, c'est à vous de saisir le juge pour vous plaindre. Voilà, donc je pense que c'est un peu ce flou dont se servent les fonctionnaires de la préfecture pour systématiquement faire traîner ces demandes-là, ou alors dans les consulats, c'est pas que dans les préfectures, hein, c'est aussi dans les consulats. Il y a un flou juridique et donc ces personnes s'y engouffrent pour faire traîner les demandes, pour ne pas les traiter, parce que il est inimaginable qu'il existe une administration, prenons le cas par exemple des consulats à l'étranger, c'est du personnel, fonctionnaire, donc ou diplomate ou personnel technique,
mais qui sont payés pour travailler dans le consulat. Donc, je ne peux pas concevoir que l'État paie des salaires pour que des gens ne prennent ni les demandes, ni ne les traitent. Donc, à ce moment-là, il faut fermer le consulat. Ça ne sert à rien dans ce cas-là. Parce que s'il y a des bureaux qui sont ouverts, il faut bien enregistrer les demandes, quitte à répondre après négativement, oui, mais au moins, les demandes sont enregistrées, traitées. Mais là, clairement, le consulat peut ne pas enregistrer les demandes. Bah, c'est pareil. Que voulez-vous, hein? Donc, à chaque fois que vous êtes confronté à un silence de la part de l'administration, au bout de 2 mois, il faut saisir le juge. C'est la morale de cette histoire, c'est ce qu'il faut retenir. Et particulièrement lorsqu'il s'agit du droit des étrangers, quand vous êtes confronté à la préfecture, à la CAF, à la CPAM, à Pôle emploi, toutes ces administrations-là, dès qu'il y a une réponse ou alors que les réponses tardent à venir, au bout de 2 mois, il faut systématiquement saisir le juge. Mais après, je suis consciente du fait que tout le monde ne connaît pas forcément le jargon juridique ou les procédures à suivre. C'est pour ça qu'il y a des avocats, qu'il y a des maisons du droit, pour se renseigner, ou alors qu'il y a nous, les autres là, qui essayons d'apporter notre pierre à l'édifice. Et donc, dans ce cas-là, on fait un peu d'accompagnement pour voir la situation, analyser un peu et éventuellement vous orienter vers les avocats, parce qu'il y a des situations vraiment où ça mérite l'intervention d'un professionnel du droit ayant prêté serment. C'est à ce niveau que se situent les avocats. Mais parfois, certaines demandes peuvent être débloquées par l'envoi d'un courrier, donc un courrier en recommandé, dans les règles de l'art, c'est-à-dire en respectant certaines conditions de fond et de forme. Par contre, ça, les juristes sont en capacité de le faire et je fais de l'accompagnement dans ce domaine-là précisément. Voilà, donc aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette jurisprudence administrative concernant le refus de visa pour regroupement familial. Je dis ça parce que ça, c'est le terme que les gens connaissent beaucoup. C'est vraiment le regroupement familial. Parce que le nouveau terme légal utilisé dans le Code des étrangers, c'est réunification familiale. Mais cette décision était importante parce qu'il faut savoir que si vous vous trouvez dans cette situation et que des membres de votre famille ont du mal à déposer une demande de visa au titre du regroupement familial dans le cadre des réfugiés statutaires ou alors que le consulat garde silence depuis plus de 2 mois sur votre demande, sachez que la loi vous autorise à saisir le juge d'un excès de pouvoir. Après, si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez me contacter. On se donne rendez-vous. Et puis, je vous accompagne dans la démarche. Je vous montre comment procéder. Et si vraiment le problème atteint ce niveau-là, ben, je vous orienterai vers des avocats. Parce que eux, ils ont qualité pour vous représenter au tribunal. Voilà, voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler des étrangers malades et du secret médical. C'est tout ce que je peux vous annoncer aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous très, très vite sur mes plateformes. Sur TikTok ici, sur YouTube, @Panavik Learning School, tout attaché. Sur YouTube, @Panavik22. Sur Instagram, de toute façon, vous tapez Panavik, vous allez me trouver partout. Donc, voilà. Sur Facebook aussi, Panavik Learning School. Donc, il y a déjà pas mal de vidéos sur les petites notions, etc., les définitions et tout. J'avais déjà tout fait. Ça fait 3 ans de vidéos et de petites notions. Donc, faites un tour sur la page, vous avez les informations. C'est pour ça que maintenant, on attaque les décisions de justice du Conseil de petites notions. Donc, faites un tour sur la page, vous avez les informations. C'est pour ça que maintenant, on attaque les décisions de justice du Conseil. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à me contacter.
avec mon équipe, on vous répondra. Donc, merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Donc, likez les vidéos, partagez-les pour que d'autres puissent en bénéficier. Et puis, je vous donne rendez-vous très, très, très vite. Bye bye. Au revoir YouTube, au revoir TikTok.